2014, les fidèles musulmans ivoiriens y sont de plein pied. Comment réussir son mois de jeûne afin d'en tirer satisfaction? Des astuces et conseils dans ce journal. La caravane de la solidarité initiée par la fondation Nos Vies en Partage a pris ses marques en Côte d'Ivoire. Récemment, la caravane a fait escale à l'orphelinat de Bingerville pour des dons aux enfants défavorisés. Et puis, c'est ce jeudi que s'achève à Accra, la capitale ghanéenne, la conférence sur la lutte contre la propagation du virus Ebola initiée par l'OMS. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bienvenue à ce 12h30. Depuis le 28 juin dernier, les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire observent le jeûne du Ramadan. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. C'est donc un acte spirituel hautement important pour le fidèle musulman. Alors nous vous proposons tout de suite quelques petites astuces et quelques conseils également pour mener à bien ce mois de pénitence et d'adoration afin bien sûr d'en tirer tous les mérites. C'est avec Massokone et Serge Koléa. Injonction divine adressée aux musulmans, le jeûne observé pendant le mois de Ramadan a été révélé dans le Saint-Coran. Le mois de Ramadan est donc un mois de pénitence, de partage et de haute spiritualité durant lequel les fidèles musulmans sont appelés à des privations pendant 30 jours. Le jeûne sur le plan spirituel, c'est pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, les pratiques culturelles que nous faisons, c'est-à-dire les adorations que nous faisons, nous devons vraiment les multiplier. Il faut être dans un état vraiment spirituel, le comportement, et il faut avoir la santé surtout pour pouvoir vraiment commencer un bon mois de Ramadan. Nous jeûnons pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le musulman, de par nature, doit être clément. On ne doit pas cracher un peu partout, nous ne devons pas indisposer les autres. Durant ce mois, la plupart des ménages musulmans changent leurs habitudes, surtout au niveau alimentaire. Les repas consommés à la rupture du jeûne sont souvent à base de sucre, d'huile et de lait. Ces aliments, consommés à l'excès, peuvent nuire à la santé. L'une des pathologies que nous découvrons surtout après le mois de Ramadan chez la plupart des jeûneurs, c'est l'excès de sucre, ce qu'on appelle le diabète. La glycémie est augmentée parce que pendant le mois de Ramadan, il faut reconnaître que nos parents mangent ou consomment beaucoup de sucre. Ce qu'on recommande, c'est de respecter les 3 repas. La rupture, après la prière de Maghreb, manger un peu, après la prière de Tarawih, manger un peu bien, et puis à 4 heures du matin, manger en fonction de son activité. Si on respecte ces règles, il est bien évident qu'à la fin du mois de Ramadan, on se retrouvera en bonne santé. Le mois de Ramadan est le 9e du calendrier lunaire islamique et le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Voilà, c'était quelques petites astuces pour mener à bien ce mois de Ramadan. Un mot d'éducation et c'est avec les élèves les plus méritants de l'école confessionnelle d'Abobo PK18. Ils ont été récompensés pour le travail de qualité abattu le long de l'année scolaire 2013-2014. Notons que ces élèves sont enseignés aussi bien en français qu'en arabe. Le point de cette remise de prix avec Pargasoro Kone et Abou Sanogo. Une lecture en arabe traduite en français par des élèves de 7 à 8 ans. Nous sommes au sein de l'établissement confessionnel d'Abobo PK18, où les meilleurs élèves sont récompensés pour leur mérite et leur ardeur au travail. Exclusivement réservée à l'enseignement coranique, cette école intègre le système éducatif ivoirien en 2014. Occasion donc pour le fondateur d'exhorter les parents d'élèves à encourager leurs enfants à apprendre la langue arabe. Une initiative appréciée et soutenue par Kourouma Lansini, parrain de la cérémonie, et par les représentants de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. D'ici, on peut avoir des cadres qui demain pourront diriger l'administration ivoirienne et qui ne vont pas oublier l'aspect religieux, c'est-à-dire tout en restant musulmans, ils sont des exemples de l'administration et des cadres bien formés pour que le pays puisse avancer. Poésie et sketch récités et mis en scène par les élèves pour inviter les parents à scolariser leurs enfants. Cette cérémonie de récompense est à sa 2e édition. Rendons-nous maintenant à Grand Bassam. Je vous l'annonçais en titre, les pensionnaires de l'orphelinat de la ville ont reçu des dons en nature et en espèces de la part de la fondation Nos Vies en Partage. Les membres de cette fondation, appelés les motards au grand cœur, ont choisi la Côte d'Ivoire comme point de départ de la caravane de la solidarité qui va sillonner plusieurs autres pays africains. On en parle avec Patricia Oumou-Etia.
Première escale, Grand Bassam. La délégation de la Fondation Nos Vies en Partage remet un chèque de plus de 500 millions de francs CFA à l'orphelinat de Grand Bassam. À Beaunois, c'est le centre Don Orion qui reçoit un autre chèque de 300 millions de francs CFA. La Fondation Nos Vies en Partage est une structure sociale qui aide les enfants défavorisés d'Afrique. Ce rallye du cœur va durer 25 jours. Les motards du cœur ont poursuivi leur périple vers le Ghana avec la caravane de la solidarité. Hors de chez nous en images, c'est ce jeudi que s'achève la conférence d'Accra au Ghana consacrée à la lutte contre la propagation du virus Ebola. Une réunion convoquée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à l'intention de 11 pays d'Afrique de l'Ouest. 3 d'entre eux sont actuellement affectés par la plus grave épidémie de fièvre hémorragique. Il s'agit de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. En Côte d'Ivoire, aucun cas de fièvre Ebola n'a été signalé jusque-là. Toutefois, des mesures préventives ont été adoptées. Au Mali, la vie reprend progressivement son cours normal dans certaines zones secouées par la crise. Mais si les marchés sont normalement achalandés, le Malien moyen observe quant à lui une nette hausse au niveau des prix des denrées de première nécessité, pourtant revue à la baisse par les commerçants. Reportage. Au cœur du marché, la boutique numéro 124. Cheikh Mohamed ne parvient pas à écouler son stock de riz. Le prix du kilo est trop élevé pour le Malien moyen. À cause de la guerre, mais ça a augmenté. C'est passé à combien? Bon, ça a passé à 400. Pratiquement un an plus tard, Cheikh Mohamed semble beaucoup plus serein. Les affaires marchent. Ce matin, nous avons livré 2 tonnes. Vous avez vendu 2 tonnes de riz? Oui, oui. Les clients sont relativement plus nombreux cette année. Le prix du kilogramme de riz est en baisse. Actuellement, le prix fait 300 francs le kilo. Donc on peut vendre 5 à 6 sacs par jour. Et l'année dernière, c'est à peu près combien de sacs? 2 sacs, 3 sacs. Le prix du mil a aussi baissé. Ce fonctionnaire vient d'acheter 3 sacs à raison de 18 000 francs CFA le sac. Un sac de mil coûtait 20 000 francs CFA l'année dernière. La baisse des prix des denrées alimentaires est en partie liée à la politique gouvernementale de subvention des intrants agricoles. Malik gagne 100 000 francs CFA par mois. Ce père de 4 enfants estime que cette baisse n'est pas suffisante. Et en plus de la nourriture, il y a les frais de santé, l'éducation des enfants, et puis l'électricité, l'eau, et le salaire, c'est peu. Donc avec votre salaire, vous ne pouvez pas vous en sortir? Non, on ne peut pas, c'est tout juste limite. Au Mali, c'est la Direction nationale du commerce et de la concurrence qui fixe les prix des produits de première nécessité. Ici, l'on considère que les prix actuellement appliqués sont corrects. L'idée d'une nouvelle baisse est donc écartée. Il faut éviter de baisser les prix de façon à décourager la production nationale. Parce qu'un pays doit avoir une vision et un objectif. Aujourd'hui, pour atteindre la souveraineté, il faut que l'on produise suffisamment au niveau national. Les Maliens sont en plein ramadan, période de prière et de charité. À défaut d'obtenir une nouvelle baisse des prix, ils réclament une hausse des salaires. Mais leur demande a peu de chances d'aboutir. Le Mali a maille à partir avec quelques bailleurs de fonds. Et ce SOS du Haut Commissariat aux réfugiés et du Programme alimentaire mondial pour plus de 800 000 réfugiés en Afrique. Des problèmes de sécurité et de logistique dans certains pays ont entraîné la réduction des rations alimentaires. Ces pénuries menacent d'aggraver les taux déjà élevés de malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants. Les Nations Unies lancent un nouveau cri d'alarme. Les stocks du Programme alimentaire mondial sont au plus bas. Il manque 180 millions de dollars pour continuer à subvenir aux besoins alimentaires des 2,5 millions de réfugiés africains. La situation est grave. Dans les camps du Tchad et du Soudan du Sud, les rations habituellement de 2100 calories par jour ont dû être réduites de moitié. 450 000 réfugiés vivent actuellement avec moins de 50% de la ration normale quotidienne. Et cela n'est pas acceptable.
Les pays donateurs n'ont pas réduit leur contribution, mais les conflits en Centrafrique et au Soudan du Sud, mais aussi en Syrie et en Irak, ont fait exploser la demande. 22 pays africains sont actuellement concernés. En République démocratique du Congo, nous serons obligés de cesser nos distributions en septembre si nous ne recevons pas une aide financière supplémentaire. Cela veut dire que là-bas, 30 000 personnes seront privées de l'aide alimentaire du PAM. Les conflits en Centrafrique et au Soudan du Sud expliquent une bonne partie de ces besoins supplémentaires. Il faut également prendre en compte les sécheresses et les inondations qui déplacent régulièrement un grand nombre de populations. Malgré son décollage économique, l'Afrique n'en a pas fini avec la malnutrition. Enfin, à Jérusalem, un jeune Palestinien de 17 ans a été enlevé puis tué hier. Cet assassinat pourrait être sans doute la riposte à l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens en Palestine dont on a retrouvé les corps sans vie mardi dernier. Ces femmes palestiniennes pleurent un adolescent retrouvé mort ce matin près d'une forêt de Jérusalem-Ouest. Mohamed Aboukhir, 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Chouafat. Une voiture s'est approchée de lui, elle s'est arrêtée et 2 hommes l'ont emmené de force. Il a essayé de résister mais il n'a pas pu. C'est un jeune homme petit et frêle, ils ont réussi à l'enlever. Il s'agit d'un acte de vengeance présumé après le meurtre de 3 adolescents israéliens en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a demandé l'ouverture d'une enquête après ce crime jugé abominable. Pas de quoi calmer la colère palestinienne. Depuis ce matin, de violents affrontements opposent des jeunes du quartier de Chouafat à des policiers israéliens à Jérusalem-Est. Jets de pierre, cocktails Molotov contre balles en caoutchouc. La rue s'enflamme. Il y a au moins 30 blessés palestiniens. De nombreux autres ont été arrêtés. Une tension de plus alors que le gouvernement de l'État hébreu mène une campagne contre le Hamas accusé du meurtre des 3 jeunes Israéliens. Nous avons déjà arrêté des centaines d'activistes Hamas, nous avons fermé des douzaines d'institutions, nous avons démoli des maisons, nous sommes toujours en action. Dans ce contexte, Washington a appelé Israéliens et Palestiniens à éviter de s'engager dans des actions qui déstabiliseraient la région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Les programmes se poursuivent sur RTI2.